D'une maison à l'autre. À Tunis, ce n'est pas dans notre ancien domicile que nous allâmes. Pendant mon absence, mon mari avait déménagé et loué près de la rue du Riche, rue Abba. Dans la nouvelle maison, les pièces donnaient sur un joli patio dallé de marbre. Une vigne grimpante tapissait l'une des murs du patio. Nous partagions cette demeure avec la famille d'un Kabyle surnommé Loulou. Étant donné la modicité de leurs ressources, les Amrouches sont obligés de partager le loyer avec une famille amie. La cuisine et les cabinets étaient communs, mais il y avait des balcons à l'étage d'où les locataires, des Français, avaient vue sur nous. Cela ne me gênait pas, mais Loulou, musulman pratiquant, en était offusqué. Pensant que sa mère reviendrait avec moi, mon mari avait fait une provision de blé. Mais seul, avec 2 enfants malades, un autre très jeune et une petite fille au berceau, pouvais-je m'occuper de ce blé? En outre, mon beau-frère, Mohamed Araf, venu pour être embauché au chemin de fer, mangeait avec nous. Il fallut conduire Jean chez l'oculiste, qui déclara le cas très grave. L'enfant devait rester à la clinique pour 2 ou 3 jours avant qu'on puisse se prononcer. Le petit n'avait que 7 ans. Belkacem était obligé d'aller au bureau. Moi, j'avais à m'occuper des autres enfants. Or, toute la nuit, il fallait lui laver les yeux pour lui enlever le pus. Un parent se dévoua pour coucher auprès de lui. Ce n'est qu'au bout de 3 jours que Jean put revenir à la maison. J'ai passé des nuits entières sans sommeil, allant de Jean à Henri, d'Henri à Louis et de Louis à Marie-Louise. Quand nous étions au pays, Henri avait suivi un enterrement et vu mettre le cadavre dans la fosse. Et depuis, de frayeur ou d'émotion, il avait la fièvre toutes les nuits. Nous fîmes venir le docteur de la compagnie des chemins de fer, qui ordonna certains médicaments. Mais il fallut batailler longtemps pour le guérir. Jean, quelques jours après sa sortie de la clinique, ouvrait les yeux, pouvait enfin manger, sans aide, mais devait revenir tous les jours, jusqu'à la rue Zarkoun, pour se faire soigner. Un matin, je le vis arriver avec les yeux fermés. On lui avait mis du remède et il disait sentir comme une épine dans l'œil. Je lui relevai la paupière et trouvai dans son œil un morceau de compte-gouttes. L'infirmière avait sans doute un compte-gouttes cassé. Quand ses yeux furent guéris, on fit encore à Jean des piqûres à l'Institut Pasteur. Ce n'est que vers fin octobre qu'il put fréquenter l'école. Mais il gardait une petite tache dans l'œil, heureusement loin de la pupille. Henri et Jean furent inscrits au petit collège où les livres étaient gratuits. Paul, lui, allait au collège Alaoui. Je pus alors m'occuper de trier le sac de blé et de le faire moudre. La belle-mère de Loulou était gentille. Pendant que je travaillais, elle me gardait la petite et Johara, la femme de Loulou, aimait beaucoup Louis, qui restait volontiers avec elle quand je triais le grain ou préparais à manger. Le repas devait être prêt à 11 heures pour Mohamed Arab et à midi pour mon mari et pour les enfants qui se rendaient en classe. Cette année fut l'une des plus pénibles. Ma santé n'était pas mauvaise, Dieu merci. Au mois de janvier, nous donnâmes congé de la maison que nous habitions, car les cabinets étaient toujours bouchés, des pierres obstruant le conduit. Loulou et Belkacem découvrirent dans le quartier de Babaloua une grande maison mauresque
contenant 4 belles pièces et un vestibule. Nous devions occuper 2 pièces, Loulou une autre, sa belle-mère la petite pièce. Restait le vestibule où le frère de Loulou et mon beau-frère Mohamed Araf devaient coucher. Cette maison avait un très vaste patio dallé de pierres plates et lisses. Nous faisions à manger sur les canons, l'hiver dans la maison et l'été dans la cour. Je pétrissais de gros pains semblables à ceux des Italiennes et je les envoyais cuire au four du boulanger. Je préparais des plats kabyles, des nouilles, du berkoukes ou du couscous. Cette année-là, les enfants étaient allés à Carthage sans moi pour le jour de l'an. Je ne les accompagnais plus depuis l'enterrement de mon premier Louis. Je n'aimais plus Carthage. Je n'ai jamais remis les pieds dans le couvent des sœurs depuis 1909. Nous avions réussi à nous faire naturaliser. Mon mari versait à la retraite. C'est déjà un progrès. Cependant, il continuait encore sa corvée de lettres de vœux. C'était pour lui un véritable supplice. Je ne pouvais le remplacer car je ne sais pas écrire à des inconnus. Je ne sais pas quoi leur dire. Il gagnait pourtant un peu plus, mais nous étions nombreux. Il fallait envoyer un peu d'argent à la grand-mère restée au pays avec sa fille malade, habiller les enfants et les chausser, et surtout manger. Mon mari était souvent obligé d'acheter du linge et des vêtements usagés que je faisais bouillir, que je laissais des jours et des nuits étendus au soleil et à l'air avant de les utiliser. Le père Julien, de passage à Tunis, était venu nous rendre visite avec le père Malfred, qui avait laissé une petite somme pour les enfants. Le père Vincent avait quitté Carthage, mais de loin, et ne nous oubliait pas. Le père Baldite, le père Justrobe, le père des Huisserres nous ont tous aidés plus ou moins. Le père Georges et surtout l'abbé Godard ont fait leur possible, au moment où nous étions réellement dans le besoin. Ma belle-sœur Esquia mourut en février 1914, malgré les soins de sa mère désespérée. Sa petite fille l'avait précédée dans la mort. Je suis contente, avait dit Esquia à sa mère, que mon enfant soit morte avant moi. Qu'aurais-tu fait d'elle? La Johra attendait avec impatience notre retour à Relali pour les vacances. Dès la fin des classes, nous partîmes sans nous arrêter en chemin, sauf à Soukharas, où nous couchâmes une nuit, chez le grand cousin Mouhou. C'est un diminutif pour Mohamed Amokran. Mon mari avait entrepris des démarches pour aller au Maroc comme instituteur. Les pères avaient placé de nombreux chrétiens, mais l'homme propose et Dieu dispose. Au moment où l'on s'y attendait le moins, le 2 août, la guerre éclata, et je dus passer l'année au pays, car Belkacem pouvait être appelé sous les drapeaux d'un instant à l'autre. Il n'avait que 32 ans. Mon beau-père avait répudié toutes ses femmes, sauf Zahra, qui avait dit aux autres « Partez toutes, il en restera toujours assez pour moi ». Mais il ne restait plus rien. Ahmed avait été obligé de liquider le café, où il avait englouti les derniers vestiges de la fortune paternelle. Maintenant, c'était lui qui faisait le fellah chez les autres et qui gaulait les olives. Quand sa maison fut à vendre, il me dit « Vends ta maison et viens acheter la mienne. » « Et que ferai-je de ta maison ?» lui répliquai-je. « Pour que les enfants de tes sœurs Fatima et Tassaadit s'implantent chez moi? C'est assez que j'ai perdu autrefois de l'argent à construire un étage que tu n'as pas su conserver. » De temps à autre, il venait me voir pour me demander 5 francs, et je lui répondais toujours que je n'en avais pas.
En novembre, mon mari passa le conseil de révision et fut pris pour le service armé. Il demanda un congé de 2 ou 3 jours pour nous embrasser avant de partir sous les drapeaux. Il nous quitta le 17 novembre. Le 18, sa demi-sœur, Hammama, mourait d'épuisement. Il perdait ainsi 2 sœurs la même année. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre de Belkacem. Il était maintenant à son poste au chemin de fer comme père de 5 enfants. Je fus bien contente, et Ladjohra aussi. J'avais pris mes dispositions pour passer l'hiver, fait une provision de blé, de fèvettes et de figues. Les figues sont nourrissantes pour les enfants. Marie-Louise Taos marchait toute seule. Elle grimpait chez le cantonnier, l'Espinasse, qu'il aimait beaucoup. L'Espinasse n'occupait plus qu'une pièce à l'étage. Ses fils Jean et Charlot étant au front, et Marius étudiait chez les pères. J'avais acheté des olives que j'avais étalées sur le carrelage pour les faire presser et avoir une provision d'huile. Au printemps 1915, des maçons vinrent nous construire l'école. L'un d'eux, qui avait amené sa femme, me demanda de lui louer la pièce disponible à l'étage. J'acceptai. C'était toujours 10 ou 15 francs par mois, qui s'ajouteraient aux 50 que je recevais de mon mari pour nourrir mes 4 enfants, ma belle-mère et moi, et acheter du bois. Et souvent je constatais des fuites. J'ai surpris plus d'une fois la sœur de ma belle-mère, Algia, avec des provisions que celle-ci lui avait données, car elle avantageait toujours sa famille. Les enfants allaient à l'école chez les pères, Henri chez le père Carisson et Jean chez Malzouk. Malzouk est un ancien élève de la mission qui assurait les répétitions pour les petits. Je leur ai fait faire des petits souliers découverts, mais le plus souvent, ils les délaissaient et marchaient pieds nus, comme tous les enfants du village. Hamma, l'oncle de mon mari, avait été chargé de garder les olives de Hirilt Nsid Ahmed. Tous les habitants avaient droit à une parcelle de terrain en cet endroit où ils étalaient les olives qu'ils avaient ramassées afin qu'elles achèvent de mûrir et de sécher au soleil. Chaque année, à l'époque des olives, un homme était désigné pour la garde. Il construisait un petit gourbi au bord de la route et y passait la nuit afin que les personnes ne viennent voler. Il devait être payé en nature au moment où les olives seraient sèches. Henri et Jean lui tenaient souvent en compagnie à la veillée. C'est un homme très simple et très gai, toujours content de son sort, pourvu qu'il ait sa tasse de café, son tabac à priser et un peu de galette ou de couscous. Il ne demandait rien de plus. Son neveu Rabir était plus astucieux et moins honnête. Il racontait des histoires amusantes aux enfants qui restaient volontiers avec lui, près du feu, dans le petit gourbi enfumé. Souvent aussi, le cousin Chélif Amrouche apportait son souper pour le partager avec Hamma, qu'il aimait beaucoup. Depuis que Hamma a gardé les olives, les Amrouches n'allaient plus, comme auparavant, passer les soirées dans sa maison. Jadis, en effet, Chérif, Saïd, Sadiq, Salah, Madani palabraient des heures et des heures dans cette maison, au désespoir de Mbarka, la sœur de Hamma, qui prétendait user toute son huile dans ses veillées. En 1914, nombreux étaient déjà les Amrouches qui manquaient à l'appel. Dans le Gourbi, tout ce monde, à tour de rôle, se donnait rendez-vous, car Hamma savait les contes des mille et une nuits, et il les racontait à l'époque sans les mélanger. J'avais beau gronder Jean et Henri, quand ils rentraient à la nuit noire, gelés, ils y retournaient le lendemain, et cela tout l'hiver. Le matin,
Je leur faisais cuire un grand plat de semoule avec de l'huile et un peu de poivre rouge qui lui donnait de la couleur. Et ils se restauraient de bon appétit, terminaient leur déjeuner par de belles figues, dont toutes les semaines j'achetais une mesure. Ils mangeaient à leur faim. À midi, c'était de la galette avec de l'huile d'olive fraîche et des figues, ou des nouilles, ou un plat kabyle quelconque. Le soir, c'était le couscous aux légumes secs ou verts, selon mes moyens. Le samedi, ils avaient toujours leur morceau de viande. Je m'étais procuré de la laine noire pour tisser un burnous, mais j'en eus pas assez, et je la recédai aux sœurs. J'avais essayé d'acheter de l'huile pour la revendre au moment où elle coûterait le plus cher, mais je crois avoir été volé par le neveu de la Johara, car je n'ai pas retrouvé le compte le jour où j'ai voulu l'écouler, ce qui fait que je n'ai gagné que ma peine. Cette année passée en Kabylie me déçut. J'y rencontrai beaucoup de jalousie et de mesquinerie. Je pensais que les chrétiennes, étant toutes comme des étrangères, nous serions solidaires et fraternelles. Or, je n'ai vu que méchanceté, envie, mensonge, injustice et calomnie. Aussi, j'écrivis à mon mari de venir me chercher dès que possible. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.